du mal à prendre mon traitement au début. Très très fort. Ça, c'est des choses que mes proches ne savent pas, mais qu'il est temps de dire maintenant, 3 ans après. Mais parce que j'avais envie de me laisser aller, en fait. C'est-à-dire qu'on se pose la question, quand on est jeune, est-ce qu'on va réussir à trouver l'amour? Est-ce que... Parce que moi, je me suis sentie coupable d'infliger ça à ma famille, à mes amis. Ça a été beaucoup des remises en question et des questionnements et des douleurs, plus par rapport aux autres que par rapport à moi-même. Et une fois que j'ai déblayé un peu la question des autres, où je me suis dit, ok, mes parents, ça va, ils le vivent bien. Mes amis, ça va, ils le vivent bien. Il a été question de moi. Et là, il y a eu un autre moment où, du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, j'ai toujours rêvé de faire de l'art et j'en faisais. Au moment où j'ai été diagnostiquée, je jouais une pièce de théâtre et c'était de la danse pendant 3 heures et je continuais à danser en ayant perdu les 8 kilos, en ayant le début du traitement. Je me battais pour ça. Autant j'avais refusé la AZT, autant au moment où j'ai commencé la bithérapie, j'étais convaincu que là, j'avais quelque chose en main qui pouvait m'aider. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que ces médicaments allaient physiquement me démolir à ce point-là. Autant les 10-15 premières années de l'épidémie, les médecins savaient qu'ils devaient apprendre. On est arrivé à un moment où, sachant que les médicaments faisaient leurs effets, peut-être la surcharge de travail, un plus grand nombre de patients, l'écoute n'y était plus du tout. Donc il n'y était plus, je veux dire, l'écoute était beaucoup plus ciblée et concernait surtout les tests de sang, les problèmes de reins, le cholestérol, diabète, enfin blablabla. Par contre, aucune écoute sur d'autres problèmes secondaires qui, dans mon cas, sont essentiellement neurologiques, donc des céphalées chroniques, des problèmes de sommeil. Et à un moment donné, j'ai voulu changer de centre de référence pour voir si là, j'aurais pas plus d'écoute, mais ce n'était pas le cas. Je me suis rendu compte très récemment, de manière amusante, que le médecin qui me suit depuis 8 ans en Belgique, quand il me demande ça va, il s'attend à ce que je lui réponde si j'ai des problèmes liés au VIH, etc. Et pour moi, quand il me demande ça va, ben oui, c'est une formule de politesse et il répond oui, ça va, et vous? Et donc on se rend compte que l'importance du choix des mots et de cette parole, c'est pas négligeable finalement. Et c'est en parlant avec d'autres patients où il me disait non, mais moi, mon médecin, il commence toujours par me demander ça va, est-ce que je vis bien le VIH, etc. Et donc moi, je vois que le mien, il ne communique pas bien à ce niveau-là. Ça peut paraître anodin, mais c'est des choses, moi, qui m'ont ouvert qui m'ont aidé. Aujourd'hui, quand mon médecin qui me suit me demande ça va, je lui dis voilà, je suis un peu inquiet parce que je suis fort fatigué pour l'instant. Alors, j'ai beaucoup de stress donc, et au travail, sans doute que c'est lié à ça, mais quand même, il y a toujours une petite chose qui reste dans le fond de la tête. On se dit peut-être que c'est lié à mon nouveau traitement ou à ceci ou à cela. Donc voilà. J'ai clairement été confronté à des difficultés d'ordre professionnel. Le milieu professionnel dans lequel j'évoluais et dans lequel j'évolue encore dans une certaine mesure rendait les choses très difficiles. J'évoluais dans un milieu professionnel où déjà déclarer son homosexualité était une vraie difficulté. Ajouter à cela la séropositivité tenait quasiment de l'impossible. Donc j'ai dû développer des stratégies pour parvenir à cacher cette séropositivité. Lors des premières phases du traitement, où j'ai eu une série de difficultés de santé, il a fallu que je développe des stratégies d'évitement des questions ou que je prétende avoir d'autres problèmes de santé que ma séropositivité. J'ai découvert que c'est aussi un virus qui aujourd'hui rend encore
la circulation internationale, les voyages, l'établissement dans d'autres pays plus difficiles pour les personnes séropositives, où là aussi il s'agit de cacher les choses, d'éviter au maximum de révéler sa séropositivité simplement pour être capable de travailler dans toute une série de pays dans le monde. Je ne suis pas malade, non, je ne suis pas malade, je marche, je sors, je peux tout faire. Je fais du yoga, je pars au fitness, je fais du bénévolat qui m'a beaucoup aidé. Et ça fait plus d'1 an, moi, je fais du bénévolat. Et je suis vraiment. Je n'ose même pas faire 2 jours à la maison. Non. Je dois sortir, je dois bouger. Je me sens vivre, je me sens revivre. Quelque part, il y a toujours un petit hic, mais il faut essayer de surmonter. C'est comme dans la vie de tous les jours. Comme pour des personnes qui ne sont pas séropositives, je pense, ils sont aussi souvent... la vie, c'est des montagnes russes. Donc, oui, j'ai ça, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire? Le fait est fait, je suis malade, je dois l'accepter, je dois avancer. Sinon, on se pourrit la vie, on ne vit pas. Moi, j'ai fait pratiquement 2 ans, 3 ans, c'était un enfer. Et ça, je travaille tous les jours, je continue à travailler. Je ne veux pas replonger, je ne veux pas, non, parce que ce n'est pas gai du tout. J'essaie de vivre, la vie est belle. Il faut vivre, il faut faire ce qu'on a envie de faire.